Chapitre 12. Aldalon. Le colonel Aldalon s'immobilisa, tendant l'oreille. La forêt était silencieuse. Il y avait bien le bruit des insectes bourdonnant sans cesse et, çà et là, un chant d'oiseaux, mais aucun des sons qui saturaient les jungles de Catachan. Les hurlements des immenses mégaraptors aux ailes dotées de serres qui plongeaient et tournaient les uns autour des autres en leur combat incessant à la saison des amours. Les bruits des prédateurs invisibles qui se débattaient dans le sous-bois, dévorant la chair de leur proie encore vivante, les cris des humains succombant aux plantes vénéneuses dont les poisons pouvaient nécroser les chairs en un instant, ou à n'importe laquelle des centaines d'autres façons de mourir qui attendaient les imprudents. Sur Catachan, c'était bien souvent le silence qu'il fallait redouter. Les choses les plus mortelles se déplaçaient en silence. Elles rampaient ou sinuaient quand elles ne se laissaient pas tomber sur vous pour vous tuer avant même que vous ne les ayez vues venir. Aldalon leva son poing fermé, puis il tendit un doigt pour définir un cercle. 2 escouades de gardes de la jungle se rapprochèrent de lui, émergeant de la végétation impénétrable, comme s'ils arrivaient de nulle part, obéissant à son signe de rassemblement. Ils mirent un genou à terre, en arrivant à la hauteur de leur colonel, mais gardèrent leurs armes levées, prêtes à servir. Les soldats s'infiltraient entre les arbres et se faufilaient entre les lianes et les broussailles, semblables à des fantômes, presque sans un bruit. Après tout, les créatures les plus mortelles de Catachan se déplaçaient en silence. Il n'en allait pas de même pour ce soldat Torvin qu'ils avaient été forcés de prendre avec eux. Il fermait la marche, principalement parce qu'il semblait avoir du mal à tenir le rythme, mais malgré sa lenteur, il se traînait dans la jungle en repoussant des branches et en piétinant la végétation avec des mouvements brusques, faciles à repérer, sans parler du bruit qu'il faisait. Aldalon aurait aussi bien pu se retrouver obligé de traîner un char derrière lui. Il observa Torvin qui les rejoignait bruyamment avant de se laisser tomber à genoux, tenant son fusil laser standard comme si c'était un cobra tueur qui risquait de se retourner contre lui pour le mordre. Aldalon secoua la tête avant de reporter son attention sur les gardes de la jungle rassemblés autour de lui. La sergent Sapa et son escouade étaient regroupés sur un côté, et Aldalon les passa mentalement en revue. Davy, Rhyhorn, Fletcha, Breaker, Whirler, Setarn, Grast et Imrod. Il fit de même pour les soldats de l'escouade du sergent Dram, Kral, Vedver, Cruzel, Tacter, Thorn, Grat, Krill et Holler. Aldalon s'assurait toujours de connaître les noms de tous les membres de son régiment, de la recrue la plus fraîche au vétéran le plus endurci. Avec les 2 escouades, lui-même, le lieutenant Trast et ce fragile débarqué d'un monde facile qu'il se coltinait, ils étaient 21. Les renseignements dont il disposait quant à l'effectif ennemi qui tenait l'avant-poste 4 étaient succincts. D'après Torvin, le premier assaut comptait bien 500 orques, et il en restait au moins la moitié. D'après les rapports sur les orques qui avaient été repérés et fournis dans le briefing, et sachant que les gardes avaient tendance à exagérer, Aldalon estimait que l'attaque initiale avait plutôt dû compter dans les 200 têtes, et qu'il devait en rester une centaine à peu près, probablement moins. Ils profiteraient d'une première reconnaissance pour s'en assurer, mais ils allaient également se retrouver à 20 catachans contre un effectif de 100 orques environ. Il ne prenait pas Torvin en compte dans ses calculs, parce que cet innocent ne servira à rien, et parce qu'Aldalon ferait en sorte d'une manière ou d'une autre qu'ils ne se mettent pas dans leurs pattes. Ça faisait donc 20 catachans contre 100 orques. Pas le meilleur rapport pour les gardes lambda, mais pour des catachans combattant dans la jungle en mode guérilla, c'était une journée comme une autre. Il nous reste une demi-heure à 1 heure pour atteindre notre objectif. Il nous reste une demi-heure à 1 heure pour atteindre notre objectif, dit Aldalon, à voix basse pour éviter que ses propos ne portent dans la pénombre. Nous allons établir notre camp ici avant que la nuit tombe. Je veux un périmètre de défense standard protégé par des lignes de feu. L'escouade de Sapa à l'est et l'escouade de Dram à l'ouest. Les orques ont tendance à errer au hasard, plutôt qu'à organiser des patrouilles à proprement parler. Ils sont désordonnés, pour pas dire plus, et il y a peu de chances qu'ils s'aventurent jusqu'ici, sans compter qu'ils sont encore plus bruyants que Torvin ici présent. Donc on devrait les entendre arriver. Mais je veux quand même un camouflage total. Pas de risque inutile. Le lieutenant Trast et moi-même allons partir en repérage, pendant que vous préparez nos positions. Allez-y.
Les soldats du 57e des gardes de la jungle de Katachan, bien entraînés, restant discrets et tout aussi silencieux que de coutume, se déployèrent dans la jungle foisonnante. L'escouade de la sergent Sapa, suivant les ordres, alla se mettre en position sur le flanc est. L'escouade du sergent Drame partit dans l'autre sens pour se mettre sur le flanc ouest. Chaque soldat savait exactement à quelle distance ils devaient se mettre les uns des autres. Les Katachans faisaient de leur mieux pour garder un contact visuel tout en installant leur position défensive, mais ce n'était pas chose aisée dans la dense verdure de la jungle qui regorgeait d'une végétation étouffante. Ils allaient se perdre de vue à la nuit tombée, mais ils étaient toujours suffisamment proches pour communiquer par signaux sonores à l'aide de cliqueurs et d'autres systèmes codés presque identiques au son de la jungle. Les pactages que portaient les soldats Katachans étaient réduits au minimum. Certains d'entre eux se contentaient d'une minuscule besace passée à l'épaule. Ils sortirent chacun une bâche de camouflage qu'ils tendirent en biais juste au-dessus du sol, dépassant à peine la hauteur des broussailles, en les fixant à l'aide de cordes vert foncé aux arbres les plus proches. Ils y dissimulèrent le reste de leur matériel, qui se réduisait maintenant qu'ils avaient installé leurs abris à une simple gourde et à leurs munitions. Ils utilisèrent ensuite des plantes et des débris végétaux pour masquer davantage encore les bâches, jusqu'à se fondre totalement dans la jungle qui les entourait, puis ils se glissèrent en dessous, leurs armes à portée de main, les yeux braqués sur les environs. Tandis que les Katachans s'activaient, Aldalon observait l'innocent. Il l'avait laissé tout seul. Sur Katachan, personne n'avait de temps à consacrer aux incompétents. Leur monde les forçait à devenir les humains les plus coriaces de la galaxie. Ils n'avaient pas de temps à perdre pour aider ce congénère fragile. Ce n'était pas par insensibilité, pas à dessein en tout cas. C'était la façon dont ils avaient été élevés, par obligation, pour survivre. Sur Katachan, on évitait de s'associer aux faibles, parce que les faibles attiraient la mort. Chacun de ses habitants, jusqu'au dernier, savait devoir compter sur les autres pour survivre. Et il était hors de question de tolérer un maillon faible dans la chaîne. Il suffisait d'un élément branlant pour que la structure tout entière s'effondre. Les enfants de Katachan apprenaient très tôt à se tenir à distance de ceux qu'ils considéraient comme des facteurs de risque. Et en plus de cela, il n'était pas non plus rare que ceux qui étaient vus comme dangereusement incompétents disparaissent du jour au lendemain, à moins qu'ils ne soient retrouvés morts, sans le moindre témoin. Torvin restait planté là, comme un agneau perdu qui se demande où est passé son troupeau. Au bout d'un moment, cherchant peut-être à donner l'impression qu'il savait ce qu'il faisait, le facteur de risque s'éloigna de quelques mètres et laissa tomber par terre son pactage, complètement surchargé. Aldalon le regarda ouvrir son sac et en sortir une quantité inimaginable de matériel inutile. Des chaussettes de rechange, des vêtements de rechange, une ration de survie après l'autre, des livres et des manuels, un nécessaire de toilette, par l'empereur. Il avait même l'une de ces ridicules fourchettes tout en un que distribuait le Munitorum. Il sortit enfin sa bâche, au grand soulagement d'Aldalon. Malheureusement, il sortit également l'un des épais sacs de couchage fournis par le Departamento Munitorum. Tant de fatras dont il n'avait pas besoin. Aldalon avait enseigné le minimalisme au 57e de Katachan. Il n'avait besoin que de 3 choses, des armes, de l'eau et du courage. Tandis que Torvin installait son couchage, Aldalon vit où il avait choisi de s'installer, au beau milieu des lignes de feu de Breaker et Whirler. Il y avait peu de chances que les orques débarquent, mais si c'était le cas, Torvin succomberait probablement à des tirs amis. Aldalon caressa l'idée de laisser les choses se faire, et puis il soupira. Par l'empereur, il s'amollissait avec l'âge. « Sergent Sapa » appela-t-il. Un instant plus tard, elle émergea de la jungle, se dématérialisant hors de sa cachette. Aldalon vit Torvin sursauter. Sapa, à moins de 20 mètres de distance, était restée pratiquement invisible jusqu'à ce qu'elle se relève pour s'approcher d'Aldalon. Vu la tête que faisait Torvin, il était clair qu'il n'avait pas la moindre idée de la position des autres soldats maintenant qu'ils étaient mis à couvert. Il vit Sapa apparaître comme un fantôme traversant un mur pour se solidifier juste sous ses yeux. « Oui, monsieur », fit Sapa en arrivant. Aldalon indiqua d'un coup de menton le soldat Torvin. « Celui-là, là, vous me le gérez, d'accord ?» Sapa se tourna vers Torvin en train d'enfiler une cordelette dans les œillets métalliques de sa bâche avant de se relever pour chercher autour de lui un endroit où la fixer, comme s'il n'avait absolument pas réfléchi à l'emplacement de son abri. « Il pourra être dans votre escouade », fit Aldalon avec un sourire d'encouragement fin.
L'espace d'un instant, la sergent Sapa donna l'impression qu'elle allait protester, avant de se raviser en voyant le sourcil haussé du colonel. « Oui, monsieur. »« Très bien. Vous lui trouverez un endroit pour dormir derrière le périmètre, histoire qu'il se fasse pas tirer dessus. » Aldalon se tourna ensuite vers le lieutenant Traste, qui attendait juste à côté. « Prêt, lieutenant ?»« Toujours prêt, monsieur, » confirma Traste avec un signe de tête. « Très bien, » fit Aldalon, en serrant machinalement son gantelet énergétique. « Allons repérer les lieux. Avec un peu de chance, on trouvera des peaux vertes à éliminer. » Le colonel Aldalon et le lieutenant Traste s'éloignèrent du campement des Catachans, en direction de l'avant-poste 4. Aucun des soldats n'aurait osé remettre en question la décision du colonel de partir lui-même en repérage. Il connaissait bien sa philosophie de commandement. Toujours le premier à y aller. Malgré tout, il était conscient qu'au niveau tactique, il n'était pas très sage que les 2 officiers les plus gradés de la mission partent ensemble en reconnaissance. Il aurait envoyé Traste, dans tous les cas. C'était lui qui avait le meilleur matériel de surveillance, et c'était un éclaireur et un pisteur expérimentés. Mais il aurait très bien pu l'envoyer en repérage avec n'importe lequel de ses soldats. Seulement, Aldalon voulait avoir quelque chose à faire. Il voulait s'occuper l'esprit, l'emplir de la tension de la guérilla, cet afflux constant de danger et de dissimulation, et, s'il devait arriver qu'il tombe sur des orques, il se ferait une joie de leur montrer pourquoi on l'appelait Point de l'enfer. Le colonel Aldalon avait bien plus à reprocher aux peaux vertes que le fait qu'il soit d'infâmes xénos. Aldalon parcourut quelques mètres entre les arbres serrés, nimbés d'humidité, avant de s'arrêter pour regarder en arrière. De là où il était, les soldats catachans étaient pour ainsi dire invisibles dans la jungle. L'écran de verdure n'était rompu que par les mouvements de la sergent Sapa, qui, penché au-dessus du soldat Torvin, s'efforçait de faire comprendre à cet innocent incapable et inutile qu'il devait remballer son équipement pour aller se mettre ailleurs. Pour la plupart des gens, et même pour l'infime proportion de la population de ce monde à qui il arrivait de s'aventurer dans la jungle, l'emplacement du campement n'aurait rien eu de particulier, rien qu'un fatras indifférencié de troncs couverts de mousse, de lianes pendantes et de plantes foisonnantes au ras du sol. Mais Aldalon n'eut aucun mal à repérer les éléments qui rendaient le lieu unique, à en enregistrer une image mentale qui lui permettrait de se rappeler où étaient cachés ses soldats. Une zone où la végétation couvrant le sol était assez ténue, ce qui était rare pour laisser entrevoir l'humus brun gorgé d'eau, un panache de lianes décrivant un motif torsadé qu'il n'aurait aucun mal à reconnaître. Il se retourna, certain de pouvoir retrouver son chemin, et se mit en marche. Il avançait lentement dans la jungle avec une totale discrétion, communiquant uniquement par gestes et par murmures. Les 2 catachans progressèrent entre les arbres pendant près d'1 heure, chacun de leurs lents mouvements calculés, de manière à perturber le moins de végétation possible, chacun de leurs pas mesurés et contrôlés pour éviter le moindre bruit. Voyant que la jungle commençait à se clairsemer, Aldalon fit un signe, paume vers le sol, pour indiquer qu'il devait ralentir encore et que, bien qu'il n'émettait déjà pratiquement aucun son, il était temps de se faire silencieux à la manière catachane. Aldalon, toujours plié en 2, franchit un mince ruisseau au cours paisible et gravit une courte pente de l'autre côté. Il s'arrêta, mit un genou en terre et se retourna vers Traste, à quelques pas derrière lui. Il appuya sur le bouton d'émetteur de son vox. Lui et le lieutenant portaient des micros de gorge qui leur permettaient de communiquer par murmure. « Orque droit devant, » fit-il. « Ouais, je les entends, » confirma Traste avec un hochement de tête. Des cris leur parvenaient de la jungle, des grosses voix profondes qui poussaient des exclamations furieuses, des ordres aboyés en bas gothique, presque enfantins, pour autant que ces enfants s'expriment par des grondements retentissants et des hurlements colériques, et pour autant qu'ils soient des monstres verts, aux muscles puissants. Ces bruits étaient ceux typiques des peaux vertes, typiques de leurs agressions mutuelles et de leurs querelles permanentes. « On avance, » fit Aldalon. « Comptage. » Lui et Traste continuèrent à s'avancer entre les arbres qui s'éclaircissaient jusqu'à arriver à la lisière de la jungle. Leur objectif, l'avant-poste 4, se trouvait droit devant. Dans la jungle, l'air était toujours étouffant, chargé des odeurs de la terre humide et des feuilles mouillées en train de se décomposer, mais la clairière quant à elle était saturée de la puanteur de la mort. Pas n'importe laquelle par contre, c'était le parfum douceâtre et écœurant des orques morts, de leurs organes fongiques qui fermentaient en pourrissant.
un fumet tout aussi répugnant que satisfaisant. Aldalon voyait sur les troncs et les feuilles autour de lui le fluide épais et visqueux du sang d'orque qui ruisselait, progressivement dilué par la rosée. Les blessures infligées à la nature par la guerre se déclinaient tout au long de la lisière de la forêt, sur les arbres éclatés par les bolts ou calcinés par la chaleur intense des tirs de fusil laser. C'était aussi là que gisaient les premières dépouilles, celles des orques abattus avant même d'avoir émergé de la jungle pour aller attaquer l'avant-poste. Ils avaient déjà commencé à se décomposer sous la chaleur. Aldalon en contourna un, s'accroupit pour l'examiner. Le peau verte était tombé à la renverse sur le dos, tenant toujours serré contre lui une hache rouillée. Un gouffre caverneux creusait son torse, et l'essentiel de ses organes internes avait été projeté en éclaboussures qui couvraient la végétation derrière lui, touché en plein cœur par un tir de bolter lourd. Ses yeux étaient restés ouverts, mais les iris rouges étaient comme vides, braqués droit sur le feuillage en contre-haut. 3 lignes bleues avaient été tracées en diagonale sur sa face, les Death Skulls. Il suffit à Aldalon d'un bref regard à la ronde pour confirmer ses soupçons. La plupart des autres cadavres étaient aussi des Death Skulls. Aldalon avança droit jusqu'à la limite des arbres, ignorant les autres cadavres d'orques qui jonchaient le sol, et étudia la scène qui s'offrait à lui. L'avant-poste était dressé sur une petite colline. Les nouveaux occupants n'en avaient pas eu pour longtemps à se l'approprier. Un énorme crâne d'orque bleu avait été peint sur la façade. Tout autour de l'édifice, à une 50aine de mètres, il y avait une enceinte défensive comprenant un grillage barbelé et un muret en roc-béton prévu pour bloquer le passage des véhicules. Ou c'était tout du moins le cas avant. Juste en face de Trast et Aldalon, toujours accroupis sous le couvert des arbres, il y avait une large section de grillage aplati, et le roc-béton avait été pulvérisé, projetant des débris alentour. Aldalon repéra immédiatement les responsables de ces dégâts, car plusieurs d'entre eux n'avaient pas été beaucoup plus loin. Il y avait par terre 3 des petits marcheurs que les orques appelaient des boîtes qui tuent, et même un modèle plus grand, un dread de la mort. Les marcheurs criblés de trous au bord déchiquetés avaient absorbé suffisamment de tirs de bolter lourds pour y succomber. L'espace entre la lisière de la jungle et l'enceinte était défiguré par des cratères, là où les orques avaient déclenché des mines de défense ou encore soulevé par les bolts ou noircis par les lasers. Et puis il y avait encore d'autres corps. En plus de ceux juste devant les 2 catachans éliminés avant même d'avoir pu charger, il y avait un véritable charnier de peau verte accumulé devant l'enceinte défensive, là où ils avaient été bloqués et canardés, et puis encore des centaines d'orques morts qui parsemaient le sol jusqu'au pied de l'avant-poste. Les Xénos avaient fait ce qu'ils faisaient toujours. Ils avaient foncé droit sur l'ennemi, et malgré la position surélevée de l'avant-poste et son infrastructure de défense, Aldalon savait, pour les avoir déjà affrontés, qu'il s'était probablement régalé. Il restait encore une bonne partie des défenses du bâtiment. Les pylônes alumènes semblaient intacts et opérationnels, et il faudrait qu'ils reviennent pour voir si les peaux vertes avaient trouvé comment les allumer ou s'ils fonctionnaient en automatique. Il serait nettement plus facile d'approcher de nuit s'ils restaient éteints. Les remparts étaient bien abîmés en plusieurs endroits, probablement par des tirs de roquettes, mais tous les emplacements de bolters lourds semblaient intacts, à l'exception d'un seul. Les peaux vertes ont foncé tout droit dans le champ de mine, fit Trast juste à côté d'Aldalon. Ce dernier hocha la tête. D'après les documents fournis dans le briefing, les mines sont posées selon le schéma. On dirait qu'elles n'ont pas toutes été déclenchées. Ça pourrait nous servir. Ouais, l'avant-poste a toujours l'air défendable. Aldalon inclina à nouveau la tête. Il était clair que les orques avaient fait jouer leur supériorité numérique pour submerger les forces impériales, comme ils le faisaient toujours, mais malgré tout, même le plus incompétent des gardes aurait sûrement pu tenir sa position face à une horde d'orques chargeant au travers d'un champ de mine avant de démonter le grillage et le muret de l'enceinte pour venir se jeter contre le haut du mur de l'avant-poste. Ils avaient dû former une ligne de front dense, un mur serré de cibles vertes. On apercevait çà et là parmi les cadavres d'orques des dépouilles humaines, plus petites. Le 2e d'infanterie de Skadi, tous ses membres jusqu'au dernier à l'exception de celui qu'ils avaient été forcés d'emmener avec eux. Ils avaient été jetés en bas du mur de l'avant-poste, abandonnés là, en tas, avec leurs uniformes tachés de sang séché, leurs membres emmêlés, attachés ou non à leur corps, leurs têtes tranchées. Si Aldalon ne pouvait s'empêcher de mépriser les gardes des mondes faciles, il ressentit quand même de la colère en voyant que l'engeance Xéno refusait aux morts la dignité qu'ils méritaient. C'est à ce moment-là qu'il remarqua autre chose. À l'est de l'avant-poste,
Là où la barrière et la lisière de la jungle étaient plus proches du bâtiment, il voyait que l'enceinte semblait avoir été percée bien plus proprement. Un grondement contrarié s'éleva dans sa gorge. Par le trône. Marmonna-t-il à mi-voix. Qu'y a-t-il, monsieur? Voulut savoir Trast. Regardez là. Fit Aldalon, en indiquant ce qu'il avait vu. Les peaux vertes les ont contournés. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que les orques lancent une attaque frontale massive. Mais là, un effectif plus réduit était venu sur le côté, profitant de la distraction. Aldalon vit à l'expression du lieutenant Trast que lui aussi en saisissait l'implication. L'un de ces bâtards à la peau verte était un peu plus malin que les autres. Comptez. Fit Aldalon. Trast, hochant la tête, prit les jumelles qui étaient fixées à son harnais. Il lui fallut un moment, et puis il les baissa. Une demi-douzaine en haut des remparts. Un autre groupe de 10 que j'ai aperçu à l'intérieur par la brèche dans le mur sud. Je pense qu'on risque rien à les estimer à moins de 100. Confirmé. Faisons demi-tour. Les deux catachans cheminèrent un court moment, et puis Aldalon entendit des voix. Des voix rudes. Des voix d'orques. Il y avait des branches qui cassaient, des feuilles qui craquaient, et la végétation, bousculée sans précaution, bruissait à qui mieux, mieux. Aldalon leva brusquement son poing fermé, et puis il se baissa le plus possible sans pour autant s'allonger au sol, désireux de garder les yeux au-dessus du niveau des broussailles. Le son se rapprochait, le bavardage confus des orques se condensait en des mots intelligibles. Pourquoi qu'on fait ça, de toute façon? Quand je dis que j'ai des envies de baston, je parle de bousiller d'hommes, pas de bousiller d'hommes. On fait ça parce que le chef a dit que c'est ce qu'on doit faire. Aldalon indiqua par signe à Trast de se rapprocher. Le lieutenant, toujours accroupi, se déplaça lentement, sans un bruit, jusqu'à rejoindre le colonel. Ils restèrent tous deux parfaitement immobiles, derrière une énorme plante qui évoquait une fougère. « Attaque en simultané », chuchota Aldalon. Une expression inquiète s'afficha sur le visage du lieutenant Trast. « Monsieur, je pense qu'on devrait les ignorer. Rester camouflés et les laisser passer. Je suis sûr qu'ils nous verront pas. » Aldalon se tourna vers Trast. On lisait clairement sur ses traits qu'il voulait réprimander son lieutenant pour avoir protesté, mais il n'éleva pas la voix. « En tenaille, je vais à droite, vous allez à gauche. » Malgré le mécontentement évident du colonel, le lieutenant Trast essaya à nouveau. « Monsieur, habituellement vous appréciez mes remarques. Dans le cas présent, je pense que nous devrions nous abstenir. » Aldalon, furieux, pinça les lèvres de frustration. En temps normal, il aurait suivi le conseil de son lieutenant, mais pas aujourd'hui. Les deux orques s'approchaient toujours. « On va rien trouver ici, de toute façon. Ferme-la, et regarde bien. » Je regarde et je vois que des arbres. Aldalon se tourna vers Trast. « Je prends note de votre objection. Action à deux, en tenaille, attaque silencieuse. Vous à gauche, moi à droite. À mon signal. C'est clair ? » Monsieur, fit Trast avec un hochement de tête. Aldalon, le regard tourné vers là d'où venaient les voix des orques, attendit. Il ne tarda pas à repérer le mouvement qu'il guettait. À 2 heures, les orques se déplaçaient avec un tel manque de discipline, que ce soit quant à leurs mouvements ou au bruit qu'ils faisaient, que la jungle tout entière, de la plus petite feuille pourrissante jusqu'aux immenses arbres qui dépassaient au-dessus de la canopée, paraissait tournoyer à chacun de leurs pas. Il aperçut bientôt les deux peaux vertes eux-mêmes. Il n'avait entendu que 2 voix, et il put rapidement confirmer qu'il y avait 2 orques. Ils avançaient de front, en piétinant l'épaisse végétation, et les touches de bleu sur leurs vêtements, leurs armes et leur peau se détachaient nettement, complètement déplacées dans la verdure qu'ils entouraient. Ils s'apprêtaient à passer juste devant eux. Aldalon coula un regard de côté à Trast. Son lieutenant avait raison. S'ils se laissaient tomber au sol, les 2 gros crétins leur passeraient devant comme de lourdeaux, sans jeter un seul regard dans leur direction. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de grincer des dents. En cet instant, la seule chose qui lui paraissait plus satisfaisante que de rester à couvert était d'avoir l'occasion de massacrer un orque. Il fit signe à Trast de s'avancer, et Trast, comme un bon soldat, s'abstint de protester une fois de plus. Il obéit aux ordres, tira lentement son poignard de l'étui qu'il portait à l'arrière de sa ceinture et partit sur la gauche. Le colonel Aldalon se déplaçait comme un prédateur de catachans, une sangsue sanguinaire venimeuse à épines, ou une vipère tueuse au venin neurotoxique en train de traquer sa proie, dans un silence glaçant.
Il décrivit un arc de cercle autour de la trajectoire des orques en approche de manière à se préparer à attaquer depuis la droite. Il se baissa encore et se mit à ramper lentement, 1 centimètre après l'autre, jusqu'à se retrouver sous l'une des larges plantes aux grandes feuilles qui couvraient le sol, attendant à l'affût que vienne le moment de frapper. Les orques n'étaient pas faits pour patrouiller. En plus d'être dotés de l'intelligence d'un caillou et d'une capacité de concentration aussi changeante que le vent, à chaque fois qu'ils se retrouvaient en groupe de plus d'un individu, ce qui leur tenait lieu de discipline ne tardait jamais à dégénérer en querelle et en bagarre. À vrai dire, Aldalon n'aurait même pas été surpris de voir qu'un orque serait capable de se disputer avec lui-même s'il restait seul assez longtemps. Les deux orques n'avaient visiblement absolument pas compris le but de ce qu'ils étaient censés faire, vu comme ils traçaient leur chemin en se chamaillant à tue-tête sans prêter la moindre attention à la jungle autour d'eux. Non seulement ils n'observaient rien, mais en plus ils n'avaient même pas remarqué le danger que représentaient les deux catachans tapis en embuscade juste à côté. « Non, c'est moi que j'ai bousillé plus d'hommes que toi, crétin !» disait l'orque le plus proche d'Aldalon. « Ça que non !» rétorqua l'autre. « Moi j'en ai bousillé des tas dans leur ville là-bas. Ils se battaient même pas ces hommes-là. Il y en avait qui étaient trop minus. » reprit le premier. Mais quand c'est qu'on était sur l'autre planète tout en sable, où c'est que ça canardait et j'ai bousillé des tas d'hommes de plus que toi, et je vais recommencer. Aldalon avait ordonné une attaque silencieuse, approche bien connue lorsque les catachans voulaient conserver l'avantage de la surprise. Selon la procédure standard, lui et le lieutenant Trast devaient attendre que les orques passent devant eux, avant de quitter prudemment leur abri, pour ensuite leur sauter dessus par derrière et passer la lame de leur poignard catachant aux dents aiguisées en travers de la chair épaisse et coriace des gorges des peaux vertes. Se laisser tomber au sol avec eux pour amortir la chute de leur corps et enfin, en particulier quand il s'agissait d'orques, leur ôter la tête afin de s'assurer qu'ils étaient bien morts. Avec les orques, la mort avait une fâcheuse tendance à jouer les faux semblants. Mais Aldalon, tandis qu'il regardait les deux peaux vertes, sentait la fureur bouillonner en lui. Le sang lui battait furieusement aux oreilles. Un instinct irrépressible de se battre semblait gagner tout son corps. Il voulait tuer ces orques. Il voulait les voir mourir. Il voulait voir mourir tous les orques. Aldalon avait décidé d'une attaque silencieuse. C'était ce qu'il avait ordonné à Trast, mais au lieu de suivre ses propres ordres, Aldalon, comme mu par la fureur qui l'habitait, se leva juste sous le nez des deux Xénos et chargea brutalement, poussé par une rage soudaine et rugissante. Il s'était si bien camouflé que pour les deux orques ce fut comme si un humain hurlant doté d'un gantelet énergétique apparaissait d'un seul coup devant eux pour les charger. Ils restèrent un instant, figés sous le choc. Les cerveaux des orques, s'ils n'étaient pas câblés pour la concentration et la prudence nécessaires à une patrouille, étaient par contre bien câblés pour le combat. La surprise des peaux vertes ne dura qu'une seconde, et puis l'attaque d'Aldalon activa quelque chose qui était profondément enfoui dans leur code génétique, l'instinct propre aux orques de réagir à l'agression par l'agression. Aldalon vit l'instant où changeait l'expression de leurs yeux écarquillés. Les billes rouges enfoncées dans la masse verdâtre de leur face s'animèrent d'un seul coup, comme des ampoules qui ne s'allumaient qu'en situation de combat. Les épaisses arcades des deux orques s'abaissèrent, froncés par la colère, et ils dévoilèrent leurs dents en rugissant. Mais le colonel Haskell, point de l'enfer, Aldalon, sans leur laisser le temps de se remettre de leur bref instant de stupeur, tomba sur le premier des deux orques au moment où il essayait de sortir son arme. Aldalon avait chargé son gantelet énergétique pendant qu'il attendait à l'affût, et son poing crépita d'énergie quand il serra les doigts de toutes ses forces. Il frappa l'orque en pleine face de toute sa puissance décuplée par les servomoteurs. Aldalon était déjà fort pour un humain qui n'était pas génétiquement amélioré et grâce à l'amplification que lui conférait son gantelet énergétique, il frappa fort. Assez fort pour écraser la face de l'orque sous son cou, fracturer son crâne, faire gicler son sang dans tous les sens en une fine brume rouge. Mais le champ de perturbation dû au gantelet amplifiait encore les dommages. Le phénomène était presque imperceptible à l'œil nu dans le carnage qu'il réalisa en un seul coup, mais au moment où il abattit son gantelet, l'énergie à haute fréquence dont il était nimbé commença à disloquer les molécules de l'orque. C'était comme une onde de choc microscopique poussée devant l'énorme gantelet,
une énergie qui faisait vibrer les atomes avec tant de violence qu'ils se désagrégeaient. La chair éclatait, les fibres musculaires s'effilochaient, l'os se désintégrait. Aidé par ce surplus de puissance destructrice, le coup de poing d'Aldalon put pratiquement traverser la tête de l'orque, broyant son cerveau au point où même l'incroyable résilience des peaux vertes n'était plus d'aucune utilité. Voyant l'attaque insensée du colonel Aldalon, le lieutenant Trask se remit hâtivement sur ses pieds pour engager le combat avec le deuxième orque. Au moment où le cerveau de son collègue était réduit en une bouillie champignonneuse, le deuxième se mettait en mouvement. Il brandit son calibre pour le braquer sur la tête d'Aldalon. Ce dernier esquiva juste au moment où l'orque appuyait sur la détente. Trask le percuta violemment de l'épaule. Le calibre lâcha une détonation surpuissante, mais le tir partit se perdre dans l'épais feuillage de la jungle. L'orque, déséquilibré, ne tarda pas à se rétablir, et il pivota pour prendre Trask en ligne de mire. Le gantelet énergétique d'Aldalon jaillit en avant et se referma sur le calibre. Il serra fort et écrasa le large canon. L'orque voulut tirer, mais à cause du canon broyé, son arme rudimentaire lui explosa entre les mains, lui criblant le bras d'éclats de métal. L'orque hurla, non de douleur, mais de rage, et arracha de la poigne d'Aldalon son arme détruite pour essayer de lui l'abattre en plein visage. Aldalon leva son gantelet énergétique pour le bloquer. L'orque ramena son bras en arrière, préparant un deuxième coup, mais le lieutenant Trask surgit à ce moment-là et lui enfonça son poignard catachant jusqu'à la garde, en plein dans la gorge, jusqu'à ce que la pointe aiguisée ressorte de l'autre côté. Aldalon écrasa son gantelet énergétique sur la face de l'orque. Cette fois, il n'était pas pleinement chargé d'énergie crépitante, mais cela suffit à projeter le monstre sur le dos, parmi la végétation humide. Aldalon se laissa tomber sur lui, agenouillé à cheval sur son torse. Il cogna l'orque en pleine tête une fois, puis deux, puis trois. Ouvrant son gantelet énergétique, il l'écrasa sur la face ravagée de l'orque et le referma autour de son crâne. Aldalon serra. Il referma les doigts, lâchant un grondement primitif. Le gantelet énergétique qui enserrait sa main en permanence réagit à son mouvement et il broya la tête de l'orque de sa force amplifiée, repliant les deux côtés de son crâne l'un sur l'autre comme on écrase une boîte de conserve vide. Des fluides rouges et verts se mirent à suinter par la gueule, les orbites et les narines de l'orque. Ses bras et ses jambes s'agitèrent spasmodiquement avant de s'immobiliser. Le colonel Aldalon, haletant puissamment, leva les yeux. Le lieutenant Trask le fixait. Il ne dit pas un mot, mais ce n'était pas nécessaire. Sa question était clairement inscrite sur ses traits. Colonel, au nom de l'empereur. Mais qu'est-ce que c'était que ça ?